dans le Sahel, déclenchant un changement radical qui a redéfini la dynamique de toute la région. Un leader improbable en pleine guerre a orchestré un retournement stratégique qui a non seulement surpris le monde, mais a remis en question les principes fondamentaux de la sécurité internationale. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, mais une démonstration de résilience locale qui défie les attentes mondiales. Perçu longtemps comme une région condamnée, se révèle aujourd'hui être un modèle d'adaptabilité et de survie. Mais quel est le secret de ce retournement ? Une région longtemps perçue comme un terrain de défaite a démontré qu'il pouvait réécrire son histoire grâce à une stratégie de terrain audacieuse. À la tête de cette révolution locale, a prouvé que les solutions véritablement efficaces naissent des contextes locaux, non des stratégies imposées de l'extérieur. La promesse de ce changement va bien au-delà des simples victoires militaires. Elle annonce un modèle de gouvernance et de résilience qui pourrait inspirer d'autres régions fragiles à travers le monde. Mais cette transformation n'a pas été sans sacrifice. Les enjeux sont considérables. Restaurer la stabilité tout en renforçant les liens internes du Sahel et prouver que l'adaptabilité face à des crises mondiales est non seulement possible, mais nécessaire. Le monde observe maintenant ce qui pourrait devenir un exemple de résilience collective et de reprise en main, une chance de reconstruire non seulement des territoires, mais aussi des systèmes de gouvernance, à transformer le Sahel d'une région réputée instable en un bastion de résistance. Ce retournement stratégique n'a pas été le fruit du hasard. Il s'est appuyé sur des années de lutte, de survie et de patience dans une région que beaucoup pensaient condamnée à l'échec. Mais comment ce changement a-t-il été possible ? La réponse réside dans une intelligence locale collective et une capacité d'adaptation hors du commun. Au lieu de compter sur des ressources extérieures ou des technologies sophistiquées, les forces sahéliennes ont utilisé leur connaissance profonde du terrain et une réactivité inédite pour contrer une offensive, qui semblait être un endroit où la défaite était inévitable, a trouvé un moyen de reprendre son destin en main. Ce retournement a eu lieu non seulement grâce à une volonté inébranlable, mais aussi à l'exploitation de signaux faibles, des informations décryptées en temps réel par des réseaux locaux. Cette capacité à anticiper et à réagir avant même que l'ennemi n'attaque a permis aux forces locales de prendre l'initiative. Mais ce qui semble être une simple victoire tactique cache en réalité un changement profond dans la manière de concevoir la guerre et la résilience. Plutôt que de dépendre d'une aide extérieure, le Sahel a prouvé que ses propres ressources internes pouvaient suffire pour inverser la situation. N'est pas un général conventionnel. Son approche de la guerre n'a pas été dictée par des doctrines militaires classiques, mais par une profonde connaissance du terrain et une confiance totale dans la cohésion locale. En prenant des décisions stratégiques directement sur le terrain, loin des bureaux et des analyses théoriques, il a su créer une dynamique qui a fait basculer la situation en faveur du Sahel. Ses actions étaient marquées par une réactivité immédiate, en particulier lorsqu'il a pris la décision audacieuse de frapper avant d'être frappé. Ce choix stratégique n'a pas seulement montré la force de l'armée sahélienne, mais aussi la capacité d'une communauté à se réorganiser en réponse à une menace imminente. Ce n'était pas simplement une guerre de résistance, c'était une guerre d'adaptation, où chaque décision était prise sur la base des réalités locales et des opportunités perçues dans l'environnement immédiat. Les premières actions de Traoré ont été décisives. En interceptant des signaux d'alerte transmis par des réseaux d'information locaux, il a pu anticiper l'attaque ennemie et prendre l'avantage. Cette réactivité sans précédent a non seulement retourné la situation, mais a aussi donné un message fort. Le Sahel n'était plus une zone de défaite, mais un lieu où les forces internes pouvaient reprendre le contrôle. Ce modèle de guerre, basé sur l'adaptabilité et la prise de décision rapide, a marqué le début d'une nouvelle ère pour la région. Le basculement stratégique dans le Sahel a été un moment déterminant qui a changé le cours des événements. Et ces forces sahéliennes ont démontré que la guerre ne se résume pas à une simple bataille militaire, mais à une question de gestion de l'environnement et d'exploitation des forces locales. Le retournement a été rapide. Tout a commencé lorsque des informations cruciales
ont été transmises par des réseaux locaux, permettant à Traoré de détecter des signes d'une attaque imminente. Ça, en quelques heures, les forces sahéliennes ont réagi avec une efficacité inédite, prenant l'initiative avant même que l'ennemi ne frappe. Ce fut un moment décisif. Les positions ennemies, souvent perçues comme comme invincibles, ont été réduites à néant grâce à une série de frappes précises et rapides. Le contrôle du terrain, combiné à une connaissance intime des régions reculées, a permis aux Sahéliens de riposter avec une force qui a surpris même les experts internationaux. Qui semblait être une terre de défaite s'est rapidement transformé en un modèle de résistance. Ce qui était autrefois une région de résignation est devenu un bastion de la résilience locale. Le désert, au lieu d'être un obstacle, est devenu un allié stratégique. Les forces sahéliennes ont compris que leur force résidait non dans les équipements sophistiqués, mais dans leur capacité à lire et à manipuler l'environnement à leur avantage. L'adaptabilité, l'agilité et la réactivité étaient désormais leurs armes les plus puissantes. L'ennemi, pris de court et incapable de répondre à cette offensive rapide et bien coordonnée, a été contraint de se replier. Mais ce n'était pas la fin. Chaque succès militaire a été suivi par une réorganisation interne des villages qui ont commencé à reprendre vie après des mois de terreur. Le rôle des communautés locales a été essentiel. Elles ont soutenu l'effort de guerre, contribuant à maintenir l'initiative et à organiser des actions sur le terrain. Ce modèle de guerre asymétrique a montré que la véritable puissance ne réside pas seulement dans la force brute, mais dans la capacité à exploiter les ressources locales et à se coordonner efficacement. Les frappes militaires ont été rapides, précises et déterminantes. En moins de 12 heures, les bases ennemies ont été réduites en cendres, et le Sahel, plutôt que de subir, a dicté sa propre dynamique. C'était le début d'une nouvelle ère, une ère où la résilience et l'intelligence locale sont devenues les forces dominantes, bien au-delà des attentes internationales. Ne sont pas seulement une question de stratégie, mais aussi de résultats mesurables qui confirment l'efficacité de l'approche locale. 3 éléments clés se dégagent des premiers rapports de l'offensive sahélienne, chacun attestant de la précision et de la rapidité avec lesquelles les forces locales ont agi. Le premier est le taux de perte de l'ennemi. En l'espace de quelques heures, les unités sahéliennes ont réduit de moitié les capacités de l'ennemi en détruisant des installations stratégiques, notamment des dépôts de carburant et des bases militaires. Ces frappes ont coupé l'approvisionnement des forces adverses, les privant ainsi de leur capacité à mener une contre-offensive. Ce premier chiffre révèle non seulement la précision des frappes, mais aussi l'impact direct de ces actions sur le moral et la logistique de l'ennemi. Le deuxième chiffre marquant est la rapidité de l'opération. Contrairement aux offensives conventionnelles qui peuvent durer des jours, voire des semaines dans des conditions aussi complexes, l'opération sahélienne a été conclue en moins de 12 heures. Ce délai exceptionnellement court montre non seulement l'efficacité de la planification et de l'exécution des frappes, mais aussi la réactivité des forces locales. En quelques heures, les unités sahéliennes ont organisé et exécuté des frappes coordonnées, réduisant de manière spectaculaire les capacités de l'ennemi. Cette rapidité, qui aurait été inimaginable sans une coordination parfaite, démontre l'aptitude des forces locales à s'adapter aux situations et à prendre des décisions en temps réel. Enfin, le troisième indicateur clé est l'engagement simultané des forces de 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce réseau de coopération interrégionale a été un élément fondamental de la réussite de l'opération. Les informations ont circulé rapidement entre les pays voisins, grâce à des infrastructures locales et des réseaux de communication improvisés, mais extrêmement efficaces. Ce type de coordination, bien que souvent absent dans les interventions internationales, a permis une réponse collective rapide et bien orchestrée. En comparaison avec des opérations similaires menées par des puissances extérieures où la coordination est souvent problématique, l'approche sahélienne a montré qu'une action collective fondée sur des liens internes solides pouvait surpasser les stratégies externes. Ces 3 éléments, le taux de perte de l'ennemi, la rapidité de l'opération
et la coopération régionale démontrent de manière évidente l'efficacité des forces sahéliennes. Loin de dépendre des technologies avancées ou de l'aide extérieure, elles ont prouvé qu'une compréhension intime du terrain, une organisation locale solide et une réactivité exceptionnelle pouvaient produire des résultats qui dépassaient les attentes internationales. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs de succès militaire, mais des preuves tangibles de la puissance de la résilience locale et de l'adaptabilité face à l'adversité. Les succès sahéliens ont rapidement suscité des débats et des analyses divergentes, opposant des interprétations optimistes à des critiques plus sceptiques. D'un côté, certains analystes voient dans cette victoire un modèle de résilience locale qui défie les attentes mondiales. Ils soulignent que, contrairement à d'autres régions où l'intervention extérieure reste primordiale, le Sahel a démontré que des forces locales, armées de connaissances du terrain et d'une unité indéfectible, peuvent inverser le cours des événements. Le fait que les forces sahéliennes aient réagi rapidement et efficacement, en utilisant leurs propres ressources et en comptant sur une coopération régionale solide, est perçu comme une victoire stratégique qui pourrait inspirer d'autres régions en crise. Ce modèle démontre qu'une réponse rapide et une forte cohésion interne peuvent être des atouts plus puissants que des soutiens extérieurs, souvent lents et mal coordonnés. De plus, l'initiative prise par et ses troupes montre qu'une adaptation rapide aux conditions locales est plus cruciale que des équipements sophistiqués ou des stratégies globales. Cependant, d'autres critiques remettent en question la durabilité de ce modèle de résistance. Ils arguent que le succès sahélien pourrait bien avoir été facilité par une forme de soutien extérieur caché, en particulier sous forme de technologies avancées ou d'aide logistique discrète. Alors c'est bien que les forces sahéliennes aient démontré une capacité à se coordonner efficacement et à exploiter leur environnement, certains estiment qu'elles ne pouvaient pas réussir seules. Les drones sahéliens, par exemple, ont joué un rôle clé dans la collecte d'informations, mais leur efficacité repose sur une technologie qui pourrait être le fruit d'une aide internationale indirecte. De plus, la rapide dégradation des forces ennemies et l'absence de contre-attaque pourraient suggérer que des ressources extérieures ont facilité cette victoire. Ces critiques soulignent que, sans une coordination parfaite et un soutien technologique, les forces sahéliennes n'auraient peut-être pas été en mesure de mener une telle offensive. Ainsi, c'est donc le débat entre ces deux visions, l'autonomie locale et le soutien extérieur, continue de diviser les observateurs. D'un côté, la victoire sahélienne représente un modèle de résilience autonome, fondé sur la capacité des forces locales à comprendre et à exploiter leur environnement. De l'autre, certains suggèrent que la technologie et le soutien extérieur, bien que non directement visibles, ont joué un rôle essentiel dans ce retournement stratégique. En fin de compte, ce modèle de guerre asymétrique pourrait être une combinaison de ces deux éléments, montrant que les forces locales peuvent, avec un soutien stratégique discret, accomplir des exploits remarquables. Autrefois perçu comme une région condamnée à l'échec, s'est métamorphosé en un modèle de résistance et de résilience. Mené par a non seulement redéfini la dynamique locale, mais a également envoyé un message fort au reste du monde: la résilience locale peut surpasser les attentes internationales. En quelques heures, des forces locales ont réagi avec une rapidité et une efficacité qui ont bouleversé les prédictions mondiales. Cette réorganisation interne, propulsée par des informations locales décodées en temps réel, a permis de créer une dynamique où l'adaptabilité est devenue la clé du succès. Ce tournant ne se limite pas à un simple événement militaire. Il représente une transformation profonde dans la manière dont les régions fragiles peuvent répondre aux crises. Loin des grandes puissances, le Sahel a démontré qu'il pouvait prendre son destin en main à travers l'unité, la connaissance du terrain et la solidarité locale. En dirigeant cette révolution locale, c'est à prouver que la véritable force réside dans l'autonomie et la réactivité face à des menaces immédiates. Le modèle sahélien de résistance pourrait ainsi servir d'inspiration pour d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Dans le Sahel sont profondes et multiples.
touchant à la fois les populations locales, les économies régionales et la perception internationale de la région. La première conséquence tangible a été le retour progressif de la stabilité dans les villages autrefois abandonnés. Les familles déplacées, qui avaient fui la violence et l'insécurité, ont commencé à revenir chez elles. Les maisons ont été reconstruites, les relations communautaires rétablies et un sentiment de sécurité est revenu. Cette reprise en main a permis de restaurer la confiance au sein des communautés, qui ont vu dans ce changement une preuve de la capacité de la région à se défendre elle-même. Autrefois perçue comme une terre de défaite, a ainsi retrouvé un semblant de normalité. Le retour de la stabilité dans les villages a eu des effets considérables sur le bien-être psychologique des habitants. Ceux qui étaient auparavant hantés par la peur de l'insécurité ont commencé à retrouver leur vie quotidienne, ce qui a renforcé leur résilience face aux crises futures. Sur le plan économique, les effets ont également été significatifs. Les marchés, qui avaient été désertés en raison de la violence, ont rouvert leurs portes. Les commerçants, les producteurs locaux et les travailleurs ont repris leurs activités, rétablissant des circuits commerciaux qui avaient été interrompus pendant des mois, voire des années. Sans que la circulation des marchandises a été rétablie grâce à la sécurisation des routes commerciales, permettant une reprise de l'activité économique. Cela a contribué à la reconstruction de l'économie locale, avec des familles retrouvant leurs moyens de subsistance. Cette reprise économique n'a pas seulement apporté des bénéfices matériels immédiats, mais elle a aussi joué un rôle crucial dans la consolidation de la cohésion sociale. Les habitants ont vu dans cette renaissance économique une preuve de la capacité de leur région à se reconstruire par ses propres moyens. La jeunesse sahélienne, quant à elle, a vu dans cet événement un symbole d'espoir pour l'avenir. Dans les universités et les écoles, les jeunes ont commencé à remettre en question les modèles de gouvernance et de sécurité qu'on leur avait imposés, à montrer que même dans les conditions les plus extrêmes, les populations locales peuvent créer leur propre avenir. Les jeunes sahéliens, en particulier, ont trouvé une nouvelle confiance dans leur capacité à influencer le cours des événements. Cette prise de pouvoir a ouvert la voie à une réévaluation des perspectives de la jeunesse dans toute la région. À l'échelle régionale, les autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, ont observé de près les événements. Certains ont commencé à adapter leur propre stratégie de gouvernance et de sécurité en s'inspirant de l'exemple du Burkina Faso, le modèle sahélien de résistance fondé sur l'unité, la solidarité et la connaissance locale a prouvé qu'il pouvait être une alternative viable aux approches extérieures. Cela pourrait inspirer un renouveau dans les politiques de coopération régionale, renforçant la stabilité à long terme de la région. Enfin, au niveau international, le retournement dans le Sahel a obligé la communauté mondiale à réévaluer sa perception de la région. Les grandes puissances, qui avaient sous-estimé la capacité du Sahel à se défendre seul, ont dû reconnaître que la région était capable de prendre en main son propre destin. Ce changement de perception pourrait également redéfinir la manière dont les interventions internationales sont envisagées dans les crises futures, à prouver que des solutions locales, ancrées dans la réalité du terrain, peuvent être plus efficaces que les stratégies imposées de l'extérieur. Plusieurs scénarios pourraient émerger pour le Sahel, chacun influencé par la manière dont les événements récents se dérouleront, ainsi que par les pressions internes et externes auxquelles la région est confrontée. Le scénario le plus favorable est celui dans lequel la résilience et l'intégration régionale continuent de croître. Dans ce scénario, les pays du Sahel, unis par leur volonté de stabiliser la région, réussiront à renforcer leurs capacités militaires et économiques. Le retour à une certaine normalité permettra la réouverture des infrastructures essentielles, écoles, hôpitaux, marchés. La coopération régionale, déjà renforcée par les actions communes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, se consolidait davantage. Cette dynamique pourrait inspirer d'autres régions en crise, offrant ainsi un modèle de gouvernance partagée et de sécurité interne. C'est avec des routes commerciales sécurisées et un climat plus stable, les communautés locales pourraient retrouver une prospérité relative. Dans ce cadre, la pression extérieure, bien qu'encore présente, serait maîtrisée et la région
commencerait à influencer les dynamiques géopolitiques. Cependant, un scénario plus nuancé semble probable, marqué par une stabilisation partielle, mais accompagné de défis internes persistants. Si la région parvient à maintenir une certaine sécurité et à renforcer les structures locales, les problèmes économiques et politiques internes demeureront. Les tensions entre les pays sahéliens, malgré leur coopération apparente, pourraient ralentir les progrès. Les sanctions internationales et la pression extérieure continueront de jouer un rôle important. Les villages réoccupés connaîtront des périodes de stabilité. Mais cette stabilité sera fragile. Certaines zones continueront de souffrir de l'instabilité et les menaces potentielles ne seront pas complètement écartées. Ce scénario montrerait que la transition vers un Sahel autonome est encore loin d'être garantie et que des ajustements seront nécessaires pour assurer un développement durable. Enfin, le scénario le plus sombre, celui où la stabilité s'érode et où les tensions internes augmentent, reste une possibilité. Si les forces sahéliennes ne parviennent pas à maintenir leur cohésion et si les pressions extérieures augmentent, la région pourrait se fragmenter. Les groupes armés, les insurrections locales et les divisions internes pourraient ressurgir, créant un nouveau cycle de violence. Les tentatives de déstabilisation par des puissances extérieures pourraient remettre en question l'autonomie acquise par le Sahel. Dans ce cas, la guerre asymétrique et la résilience locale seraient mises à rude épreuve. Le modèle sahélien, bien qu'inspirant, risquerait de s'effondrer sous le poids de la fragmentation interne et de la pression internationale. Ce scénario marquerait un recul pour la région, exacerbant ses vulnérabilités. Dans l'ensemble, ces trois scénarios soulignent l'incertitude de l'avenir du Sahel. La région dispose d'un potentiel de transformation important, mais ce potentiel devra être soutenu par des politiques internes cohérentes et une coopération régionale renforcée. L'avenir du Sahel dépendra largement de sa capacité à gérer ses défis internes tout en résistant aux pressions externes. Ça, loin de se limiter à une simple réussite militaire, touche profondément les individus, non seulement au niveau des communautés locales, mais aussi dans le monde entier. Ce retournement stratégique a créé un modèle que d'autres régions en crise pourraient suivre. Les populations locales, qui étaient autrefois perçues comme vulnérables et sans espoir, ont démontré leur capacité à se réorganiser, à se défendre et à reprendre le contrôle de leur destin. Pour les habitants du Sahel, cela a été un tournant psychologique aussi bien qu'une victoire militaire. La solidarité, la connaissance du terrain et la capacité d'adaptation sont devenues des valeurs essentielles pour leur survie et leur prospérité. Les jeunes générations en particulier ont vu dans cette transformation un espoir renouvelé pour l'avenir. Ils ne réalisent pas maintenant que la résilience ne dépend pas des grandes puissances, mais des forces internes et de l'unité locale. Pour les observateurs extérieurs, cette réussite du Sahel incite à repenser les modèles d'intervention et de gouvernance. Prouve qu'il n'est pas nécessaire d'imposer des solutions étrangères pour réussir. Au contraire, en donnant la priorité à l'autonomie et à l'intelligence locale, des transformations profondes peuvent se produire. Ce message est particulièrement pertinent pour d'autres régions fragiles ou en guerre. L'histoire du Sahel démontre qu'une communauté soudée, capable de lire et d'exploiter les ressources locales, peut surmonter des défis apparemment insurmontables. Autrefois, vu comme un lieu de défaite, devient un symbole de résilience. Et cela invite chacun à réfléchir à sa propre capacité à faire face aux crises et à se relever. Les leçons du Sahel sont universelles, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résilience peuvent conduire à des transformations durables. La question est maintenant comment ces principes peuvent-ils être appliqués à d'autres régions confrontées à des défis similaires. Récentes et garantir un Sahel durable et autonome, il est essentiel de mettre en place un plan d'action en plusieurs étapes. La première étape consiste à renforcer la sécurité dans les zones récemment stabilisées. Cela passe par le déploiement de patrouilles locales et la coordination accrue entre les villages. L'objectif est d'assurer une protection continue et de prévenir toute nouvelle menace. Le succès de cette étape se mesurera par une diminution progressive des incidents violents et une stabilisation des zones sensibles, permettant ainsi aux populations de se réinstaller en toute confiance.
La deuxième étape concerne la relance des services essentiels. Les infrastructures, telles que les écoles, les hôpitaux et les points d'eau, doivent être réparées rapidement. Ce processus de rétablissement est crucial pour restaurer la normalité dans les zones affectées par le conflit. La rapidité de la réouverture des services sera un indicateur clé de la réussite de cette phase, renforçant ainsi la confiance des populations locales et contribuant à une reprise économique et sociale. La troisième étape porte sur la revitalisation de l'économie locale. Il est essentiel de sécuriser les routes commerciales et de rouvrir les marchés, tout en encourageant les producteurs locaux à reprendre leurs activités. La mise en place de mécanismes de soutien économique, notamment des programmes de microcrédit et de formation, aidera les communautés à se reconstruire. Les progrès seront mesurés par l'augmentation des échanges commerciaux et la stabilité croissante des activités économiques. Enfin, la quatrième étape doit se concentrer sur la formation de la nouvelle génération de leaders sahéliens. Des programmes de formation pour les jeunes, les enseignants, les travailleurs communautaires et les techniciens renforceront les capacités de la région à se gouverner et à se développer de manière autonome. Le succès de cette étape sera visible à travers l'émergence de nouvelles initiatives locales qui naîtront des jeunes générations et offrant ainsi au Sahel un avenir plus prospère et plus résilient. Autrefois marqué par la souffrance et la résignation, se redéfinit aujourd'hui grâce à une résistance collective sans précédent. Cette transformation, incarnée par et ses alliés, nous rappelle que les véritables forces résident dans l'unité, l'adaptabilité et la connaissance intime du terrain. Le désert, loin d'être un simple obstacle, devient un terrain d'opportunité où chaque mouvement est une décision stratégique. Ce n'est plus un endroit de défaite, mais un symbole de renaissance. Le retour des populations dans leurs villages, la reprise des marchés et la reconstruction de la vie communautaire sont des témoignages concrets de la résilience sahélienne. Ce changement ne concerne pas uniquement le Sahel. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre capacité à faire face aux défis, à nous réinventer et à prendre en main notre avenir. À travers ce modèle de résilience, le Sahel montre que même dans les conditions les plus difficiles, l'espoir peut renaître de la solidarité, de l'action collective et d'une volonté indomptable. Ce n'est qu'un début. En redéfinissant son destin, montre au monde que la véritable force réside dans la capacité à se relever, à se soutenir mutuellement et à transformer l'adversité en opportunité. À montrer au monde qu'une région perçue comme condamnée pouvait se relever, non seulement par la force, mais grâce à l'intelligence collective et à l'unité locale. Aujourd'hui, le Sahel devient un modèle de résilience, offrant une leçon précieuse sur la capacité de chaque communauté à prendre son destin en main, même face à des défis mondiaux. Mais cette transformation ne doit pas s'arrêter là. Il est temps pour nous tous de réfléchir à comment nous pouvons intégrer ces principes de résilience dans nos propres vies, dans nos sociétés et dans nos communautés. En observant ce qui se passe dans le Sahel, il est évident que la solidarité, l'adaptabilité et l'action collective sont des forces puissantes. Comment pouvons-nous, à notre échelle, appliquer ces principes pour faire face aux défis globaux de demain ? Nous invite à reconsidérer la manière dont nous abordons les crises et à chercher des solutions en nous-mêmes avant de regarder vers l'extérieur. Le véritable changement commence avec chacun de nous, et il est à portée de main.